Bonjour. Dans ce troisième chapitre de Mlachim Aleph, roi 1, nous allons voir notamment le fameux jugement du roi Salomon. Mais avant cela, je voudrais citer le premier verset du chapitre, Vaitranen Shlomo et Paro, Vaitraten Shlomo et Paro, Melech Mitzrayim, Vaikach et Bat Paro. Le roi Salomon, nous dit-on, s'est marié avec Pharaon. Il prit la fille du Pharaon. En fait, c'est l'idée que le roi Salomon est un grand diplomate. Et dans la tradition diplomatique, il est d'usage d'épouser les filles des rois des puissances environnantes. Et c'est ce que fait Salomon. Pour la première fois, Salomon renoue avec l'Égypte. On pourrait presque dire depuis la sortie d'Égypte. C'est le premier acte d'ampleur diplomatique à l'égard de l'ancien persécuteur. Et dans la dynamique de l'expansion qu'avait entamé son père David, Salomon est un grand visionnaire, un grand diplomate, et il épouse la fille du roi Salomon. Ce qui ne sera pas vu d'un très bon œil par les rabbins, bien qu'ils essayent et qu'ils aboutissent à cachériser, entre guillemets, ce mariage. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut voir là plutôt l'aspect et la portée symbolique de la démarche du roi Salomon. Dans une deuxième partie de ce chapitre 3, on nous raconte que Shlomo à Gidon fait un rêve. Dans ce rêve, Dieu lui apparaît et lui propose de choisir trois choses. Des trois choses suivantes: avoir la richesse, avoir une longue vie et avoir l'intelligence. Shlomo choisit d'avoir l'intelligence pour, dit-il, pouvoir faire régner la justice et la paix en Israël. Et Dieu, dans ce rêve, lui répond: comme tu as choisi la justice plutôt que la richesse ou la pérennité, eh bien, je te doterai des trois. Et comme pour mettre en œuvre, cristalliser, donner de la consistance à ce rêve que vient de faire le roi Salomon, eh bien, nous avons la preuve par l'épreuve de ces deux femmes, nous dit le texte, prostituées, qui viennent voir le roi Salomon pour lui exposer leurs problèmes. On prend déjà note que le roi Salomon est dans la compassion, il reçoit, on pourrait presque dire sans rendez-vous, les gens de la couche sociale la plus basse. La justice est insensible au statut social des gens. Elle doit essayer de faire ressortir la vérité. Et dans ce cas, on va dire emblématique, où les protagonistes sont les plus bas dans la couche sociale, où l'enjeu est extrêmement affectif, il s'agit de savoir à qui appartient l'enfant dont chacune revendique la maternité. En effet, l'une raconte que, alors qu'elle dormait dans la même pièce, la première donc a accouché d'un enfant, 3 jours plus tard, la seconde, dans le même endroit, a accouché de son enfant, et cette seconde femme qui aurait accouché 3 jours plus tard s'endort, on pourrait presque dire par négligence sur son enfant et le tue, et pendant la nuit, elle fait l'échange, c'est-à-dire qu'elle met son fils défunt à la place de l'enfant qui est né 3 jours auparavant et récupère celui-ci euh, auprès de son lit. Et donc, à la faveur de cet échange, une des femmes n'a plus son fils. Eh bien, le roi, en réalité, ne sait pas du tout comment procéder pour éclaircir, puisque c'est une énigme inextricable. Mais son génie, et celui dont l'a doté Dieu, probablement, comme il est indiqué dans le rêve qu'il vient de faire, c'est de trouver le stratagème qui va dénouer cette énigme inextricable. Que fait-il? Il propose qu'on lui amène une épée et que l'on coupe l'enfant de haut en bas, le corps humain étant diamétralement symétrique, et que l'on donne à chacune des prétendues mères une partie de l'enfant. L'une est prête à renoncer à cette démarche et plutôt que de voir son fils mort par cette coupure, eh bien préfère couper le lien affectif avec l'enfant et le donner à l'autre femme. Et l'autre est prête à aller jusqu'au bout, obtenir, entre guillemets,
la justice à tout prix, à la lettre, et couper l'enfant en deux, ce qui aboutirait à sa mort. Et bien sûr, le roi s'écrie, la mère, et le traité Makot nous dit qu'en réalité, cette énergie ingénieuse de Shlomo lui est soufflée par Bat-Kol, une voix céleste lui dit c'est elle la mère. Voilà comment tu pourras l'identifier parce que effectivement l'énigme était inextricable. En fait, ce qu'il fait qu'il trouve une solution, c'est la Rahmanout, sa miséricorde. Et d'ailleurs, il est intéressant de remarquer que le mot Rahmanout est de la même étymologie que le mot Rehem, la matrice dans laquelle sont nés ces enfants, ont été portés ces enfants. À la fin de cette histoire, de cette épreuve, nous avons la preuve que la sagesse et la justice dont le roi Salomon est le vecteur est portée au nu par ce personnage extraordinaire qui sera l'auteur de nombreux traités justement de sagesse. Et notre chapitre termine en attestant Vaïru mipne ameler ki raou chokhmat elokim bekirbo la'asot mishpat. Tout le monde craignait le roi Salomon car il voyait en lui la sagesse et la justice. Au-delà de cette épreuve très concrète des deux femmes qui viennent consulter le roi Salomon, je crois qu'il faut aussi voir la portée symbolique de ce qui est en train de se tramer entre ce que vont être demain la division du royaume de Salomon entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, chacun n'étant pas prêt à concéder à l'autre la quelconque prérogative, l'un s'arc-boutant à tout prix sur la justice à la lettre et l'autre également sans comprendre qu'à la fin, s'il n'y a pas de miséricorde dans les rapports, la coexistence n'est plus possible. Je vous dis à demain. Merci.